Bien. Alors, nous allons commencer ce webinaire. Merci d'être là ce soir, de prendre du temps sur votre soirée. Et merci à tous ceux qui vont réécouter ou écouter dans le futur ce replay. Merci de vous présenter, de nous dire d'où est-ce que vous êtes. Et puis, nous allons donc aborder ce thème de renforcer sa connexion intérieure dans un monde morcelé. Alors, je vais commencer d'abord par me présenter très brièvement. Je reconnais certains visages et certains noms ce soir, mais pour la plupart, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus. Donc, pour me présenter, donc je suis Annabelle Loubaker-Moal. Je suis coach de vie depuis 2009 et j'accompagne les personnes en séance individuelle ou en groupe. Et je fais des programmes en ligne depuis 2016, je crois. Donc j'ai une grande expérience de créer des petits groupes, des petites communautés sur Zoom et dans le temps de nous rencontrer, de nous retrouver pour partager des enseignements, de la pratique et échanger sur cette pratique. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps maintenant. Je faisais beaucoup de stages en présentiel également, qui se sont totalement arrêtés pendant la pandémie et qui n'ont pas repris depuis, parce que la vie, parce que la vie nous amène des situations diverses et variées auxquelles nous devons faire face, auxquelles nous devons nous adapter. Et donc, j'ai fonctionné de façon différente. Alors, pardon, voilà, je vérifiais quelque chose et puis je fais rentrer d'autres personnes. Euh, voilà, donc je ne faisais plus de stage en présentiel. Ils vont reprendre, je ne sais pas encore vraiment quand, je ne peux pas être très précise, mais en tout cas avant l'été prochain, c'est certain. J'en ai très envie, j'ai très envie de retrouver tout le monde et, euh, et voilà, de nous voir en vrai, d'autant que tout ce que je vous propose inclut énormément le corps et ce corps dont nous sommes souvent déconnectés d'ailleurs. Et donc, toutes les pratiques que je vous propose euh, sont axées sur le corps et donc voilà, je serais très heureuse aussi de retrouver peut-être certains ou certaines d'entre vous quand quand les stages reprendront. Vous serez avertis, évidemment. Euh, Bon, voilà pour ma présentation. Moi, j'ai commencé avant d'être coach de vie, j'étais formatrice en communication et en gestion des émotions pour les professionnels du secteur social. Donc, j'accompagnais ceux qui accompagnent les personnes qui sont en fragilité. Et j'ai toujours été très, très sensible à la fragilité. Que ce soit les personnes en situation de fragilité, mais aussi nos fragilités, nos états de fragilité qui, évidemment, sont courants, que nous connaissons tous et toutes, qui s'expriment, se manifestent de façon différente et différemment aussi selon que l'on est au début de sa vie, au milieu ou vers la fin. Et donc, la fragilité nous rend beaucoup plus sensibles et donc, en fait, j'accompagne depuis très longtemps maintenant ces états de fragilité, cette sensibilité, euh, c'est-à-dire comment ne pas s'effondrer, comment ne pas disparaître, se dissoudre face à des situations ou des personnes qui nous fragilisent, et où notre sensibilité vibre, tremble et s'exprime de façon parfois complètement disparate et chaotique. Voilà, donc si je devais dresser le portrait robot des personnes que j'accompagne, c'est celle-ci, femmes et hommes et de tout âge, de toute culture, de toute tradition, euh, plutôt en Europe, mais au Canada aussi. Euh, Ce qui m'intéresse dans ces états de fragilité et cette sensibilité que nous pouvons avoir, euh, c'est que
c'est un espace, euh, c'est un trésor, en fait. C'est un trésor. C'est un trésor de qualité, de force absolument insoupçonnée, et c'est ce qui nous rend uniques. Euh, et en cela, ça me fascine. Et il n'y a rien de plus beau que d'accompagner quelqu'un à découvrir ses propres trésors, évidemment. Donc, j'ai beaucoup de chance d'être à la place où je suis. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que dans le monde dans lequel on vit, ces étapes où nous nous sentons fragiles et cette sensibilité qui va faire que nous réagissons de telle ou telle façon, ou que nous n'arrivons même plus à réagir d'ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons, ça n'est pas vu comme un trésor. Ça n'est pas du tout appréhendé de cette façon-là et ça n'est pas vécu de cette façon-là par la personne. C'est plutôt vécu comme un handicap, comme une malédiction. Et c'est cette contradiction qui, moi, me fascine et me passionne. Moi, je suis comment est-ce qu'on peut dire, depuis toujours et de par ma personnalité, de par mon parcours, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est faire la lumière, c'est que chacun et chacune se rende compte de la réalité des choses, de qui il est, de ce qui se passe dans sa vie, de quels sont ses choix, ses possibilités. Euh, donc se résigner, c'est un petit peu euh, on va en parler d'ailleurs ce soir, se résigner fait pas vraiment partie de mon vocabulaire. En revanche, accepter des choses difficiles, accepter des déceptions, accepter euh, des trahisons, accepter que les gens sont comme ils sont, qu'ils sont capables de ce dont ils sont capables, et nous aussi, ça oui, ça c'est un travail absolument primordial, développer l'acceptation, mais sans se résigner. Voilà. Et découvrir que cette sensibilité et ces fragilités que certaines étapes de la vie nous ont montrées, nous ont révélées, sont des trésors qui doivent être découverts, explorés, découverts, révélés. Et en cela, c'est une aventure absolument passionnante qui n'est pas toujours facile ni agréable, je suis d'accord. Euh, et pourtant, euh, je crois pouvoir dire, parce que j'ai vécu des deuils importants ces 3 dernières années, mais je crois que ces 3 dernières années m'ont tellement secouée que ce sont celles qui m'ont le plus appris sur moi, sur les autres, sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'amour, sur le lien, etc. Donc, euh, tout mon propos sera toujours autour du fait de ne pas résister, ni rejeter, ni repousser la souffrance et les choses difficiles, mais d'apprendre à les vivre d'une certaine façon qui nous permette d'avoir accès à leurs enseignements. La souffrance nous enseigne des choses. Et et ça nous a pas été appris. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dû apprendre moi-même, et c'est ce que j'enseigne à ceux que j'accompagne. Et donc, ce soir, renforcer sa connexion intérieure dans un monde morcelé, euh, mon message, c'est comment ne pas se faire renverser, pulvériser, comment ne pas rester dans son coin dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde où où ça va très vite, où tout le monde est très agité. Ah, alors je vois qu'il y a pardon, je suis très très sensible à n'importe quel stimuli. Donc, Laura, est-ce que tu pourrais désactiver ton micro? Est-ce que ce serait possible? Putain, il n'y a pas de son. Il est où ce putain de son? Ah, d'accord. Bon, alors, je regarde comment est-ce que je peux faire ça. Je l'ai fait tout à l'heure, donc je suis capable de le refaire. Désactiver. Voilà, Laura. Hop, tout va bien. Paix, harmonie, tranquillité pour tous. Je sais qu'on est en fin de journée et qu'on a peut-être accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrariétés. Et vraiment, je vous remercie énormément du cadeau que vous me faites d'être là ce soir parce que je sais je sais ce que ça veut dire quand vous êtes là devant votre écran et que vous m'offrez cette attention. Euh, et j'espère pouvoir vous amener dès maintenant, dès ce soir, à vous offrir cette attention en même temps. Voilà, cette attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous.
à ce qui bouge, à ce qui est là, à ce qui est vivant, sachant qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à cacher, absolument pas. Tout est juste, tout est là, tout doit être là et on prend tout ça. C'est ce qui est tellement intéressant. Donc ce monde morcelé. Alors, j'ai fait des petites fiches. Je vous explique juste aussi un peu de contexte. Ça fait 2 semaines que je suis aux prises avec une grippe qui ne veut pas me lâcher, qui m'aime beaucoup, visiblement. Donc, si je racle un peu ma gorge, je vous demande de m'en excuser. J'espère aussi ne pas perdre le fil de mes pensées. Donc, j'ai fait des petites notes euh, pour ne rien oublier. Voilà. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez couper votre micro, c'est formidable. Merci beaucoup. Euh, Ce monde morcelé, qu'est-ce que j'appelle ce monde morcelé? Ben, les signes d'un monde morcelé, c'est-à-dire un monde qui n'est pas uni, ben, c'est tout ce qu'on voit autour de nous. Donc c'est cette agitation, ces pressions, ces conflits, ces disputes, ces désaccords incessants, euh, cette compétition, la domination, l'oppression de certains, les injustices. Voilà, tout ça nous montre que nous vivons dans un monde qui est désuni, que j'appelle morcelé. Euh, alors évidemment, ça peut réveiller en nous des instincts de changer tout ça, parce que c'est scandaleux, parce que c'est néfaste, évidemment, ça crée, ça construit beaucoup de choses difficiles. Mais ce soir, on va parler de comment est-ce qu'on peut changer les choses à partir de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de nous. Ça ne veut pas dire changer nous, ça veut dire comprendre que tout ce qui est à l'extérieur de nous est finalement assez indépendant de notre pouvoir personnel. En revanche, tout ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si chacun, nous pouvons visiter cet intérieur, développer cette intériorité pour y mettre un peu plus d'ordre, pour euh, développer une paix, une sécurité et une relation à soi faite d'acceptation, eh bien, ce que nous projetons à l'extérieur va évidemment changer. Et notre relation avec le monde, avec les autres, se modifie, se transforme, sans que nous y mettions de la volonté d'ailleurs, hein. Ça se fait automatiquement. Donc, c'est ça que j'aimerais vous faire découvrir ce soir. Euh, nous sommes tous, les êtres humains sur cette planète, euh, nous sommes comme les doigts des mains. C'est-à-dire que nous sommes reliés, mais nous sommes indépendants les uns des autres. D'accord? Ça, c'est quelque chose que nous oublions. Alors, on nous l'a appris, hein, on nous a appris, faut pas tuer, il faut pas voler, il faut faire le bien, il faut, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, nous n'avons plus conscience que nous sommes totalement et constamment reliés les uns aux autres, comme les doigts de la main. Cette sagesse, ce savoir s'est perdu, il peut se retrouver. Il ne peut pas se retrouver cependant intellectuellement, mentalement. Bon, pourtant, c'est ce qu'on fait un peu ce soir, hein. Je parle, vous entendez, vous allez réagir, etc. On échange, d'accord. Il va falloir le vivre, ce lien, cette interconnexion, ce fait d'être tous reliés et indépendants les uns des autres nous donne évidemment des privilèges, mais aussi des responsabilités vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est à vivre. Or, pour le vivre, nous ne pouvons, euh, c'est une expérience que nous ne pouvons faire qu'à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur de nous. Quand je parle de renforcer sa connexion intérieure, ça veut donc dire que moi, ce que j'observe, c'est une déconnexion intérieure chez la plupart des personnes que je rencontre. Cette déconnexion intérieure, vous la connaissez peut-être, peut-être en ce moment, peut-être à d'autres périodes de votre vie, peut-être que ça va mieux aujourd'hui, ou peut-être que vous l'observez chez des gens avec qui vous vivez et que vous aimez, bien sûr,
ou des gens avec lesquels vous travaillez et que vous aimez un petit peu moins. Et les signes de cette déconnexion intérieure, c'est ce qu'on voit tout autour de nous. C'est cette anxiété, ces angoisses, ce stress, cette agitation, cette pression qu'on se met, les doutes, parfois un sentiment de solitude, la détresse, euh, la dépression, des explosions de colère, par exemple. Tout ça, et la liste est tellement longue, euh, sont les signaux d'une déconnexion intérieure. Donc une déconnexion intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis déconnecté de moi. Et alors évidemment, depuis le moment où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on les ferme, on est par contre complètement connecté avec l'extérieur de nous. Et on reçoit une multitude du matin jusqu'au soir de stimuli externes. Ok, on voit des choses, on comprend des choses, on entend des personnes, on est dans des situations, il faut agir, réagir, prendre des décisions. Tout ça est toujours extérieur. Et donc, c'est constant. Donc, on passe 100% de notre temps à faire face à des stimuli extérieurs. Et combien de temps à développer notre intériorité et aller voir et vérifier ce qui se passe à l'intérieur? Pour la plupart des personnes, ce temps n'existe pas. Et le temps du sommeil, la nuit, n'est pas un temps de développement de l'intériorité, puisque vous êtes inconscient. D'accord? C'est un temps de repos, très bien, mais ça n'est pas un temps de conscience. Moi, je vous parle de dégager un temps de conscience qui vous permette de réguler ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite retourner à l'extérieur et faire face à tous ces stimuli qui s'appellent la vie. Et on a des vies tellement riches, tellement complexes, tellement pleines, euh, qu'il nous faut en fait développer cette intériorité pour renforcer cette connexion intérieure, pour pouvoir mieux nous adapter à l'extérieur avec tout ce que la vie nous propose et nous présente. Je vous donne un exemple tout bête. Comme je suis un peu voilà, en énergie un peu basse, et j'oublie pas mal de choses. Et j'avais oublié, il me manquait, c'est très trivial, hein, il me manquait 2 briques de lait d'avoine. Bon, euh, je ne le fais pas souvent, mais là vraiment, j'avais pas le choix, je pouvais pas me déplacer, etc. Je regarde, je commence à faire mes petites courses et je me fais livrer ces 2 briques de lait en plus de d'autres courses qu'il me fallait pour la journée. Il était 8 heures du matin. Et la personne qui est arrivée était dans un état d'énervement, de colère et de stress euh, palpable. Euh, et on a eu un échange extrêmement triste qui s'est terminé par cette personne m'a insultée. Et je me suis dit, mais c'est fou de commencer sa journée comme ça. Il était 8 heures du matin. Pour lui et pour moi, évidemment. Mais pour lui. Alors, bien sûr, livreur, j'imagine une vie compliquée, difficile, perpétuellement en train de chercher des solutions à des problèmes, peut-être voilà, des difficultés avec sa famille, avec ses voisins. Donc, j'imagine tout ça. Et voyez cet extérieur comme ça, on n'a rien demandé et boum, quelqu'un d'autre qui vit des choses difficiles va nous embarquer dans une spirale négative et violente parce que nous nous trouvons là sur son chemin. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver tout le temps. euh, Très souvent, hein, on est toujours un peu victime, effet collatéral des humeurs et de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est vivre ensemble. Voilà, ça fait partie de cela. Heureusement, il n'y a pas que cela. Il y a aussi les sourires, les phrases agréables, les gens adorables, des rencontres furtives, rapides tous les jours avec des gens qu'on ne reverra peut-être pas et qui sont lumineuses, hein, bien sûr, et qui nous apportent tant quand ça se passe comme ça. Mais voilà l'exemple en tout cas d'une personne extérieure que je ne connais absolument pas, avec qui j'ai jamais eu aucune relation, aucune discussion, rien du tout, et qui arrive dans un état parce qu'il s'est passé quelque chose pour lui qu'il n'a
qui l'a évidemment bouleversé, qui arrive dans un état tellement négatif auquel moi, je ne me résigne pas. Voilà aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai évidemment subi l'état de cette personne, mais je n'étais pas d'accord avec le fait de subir cela. Et je lui ai demandé de baisser le ton, je lui ai demandé de pouvoir parler de façon plus agréable et plus calme. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas se parler de cette façon-là, mais qu'il fallait ralentir, etc. Et c'est là où mon attitude de ne pas vouloir subir ces problèmes euh, l'a embêté. Alors, si j'avais été un homme, je ne sais pas s'il aurait réagi de cette façon-là et l'a mis face à lui-même, ce qui est insupportable, visiblement, et l'a fait rentrer dans une grande agressivité. Euh, Ce qui est intéressant dans une situation comme celle-ci, c'est que moi, je ne suis pas rentrée dans des émotions comme celles dans lesquelles j'aurais pu rentrer il y a des années, la peur ou la culpabilité, ou bon, ben, tais-toi parce qu'il pourrait te faire du mal, ou il pourrait... Non, absolument pas. Euh, euh, Ce développement de l'intériorité nous permet d'être présent dans une situation, qu'elle soit agréable ou même dangereuse, et de rester présent, de rester aligné avec ses valeurs, de rester dans une capacité à communiquer et peut-être, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais peut-être permettre à l'autre de s'aligner lui aussi avec les valeurs du vivre ensemble. Euh, et tant pis si ça marche pas, c'est pas grave, d'accord? Euh, donc, le développement de l'intériorité nous permet ensuite dans cette vie à l'extérieur de pouvoir mieux nous adapter à tout ce qui nous arrive, que nous ne contrôlons pas évidemment. D'accord? Euh, donc, le changement doit venir de nous individuellement et ce changement peut venir du fait de renforcer sa connexion intérieure. Donc, développer son intériorité, c'est quoi? C'est apprendre à mieux se connaître. Alors oui, je sais, souvent les gens me disent, mais enfin, Annabelle, je me connais, je suis moi depuis des années, je me connais par cœur. Il ne s'agit pas juste de vivre en étant soi. Non, c'est de prendre le temps de développer la connaissance de soi. Il y a une différence entre agir et vivre et faire des pauses pour analyser ce que l'on a vécu, la qualité de ce que l'on a vécu, comment on l'a vécu, est-ce qu'on va le vivre comme ça la prochaine fois, etc., etc. Et ça demande de ralentir, de s'arrêter et de s'intéresser à soi, c'est-à-dire encore une fois, de faire une conversion du regard plutôt que d'être toujours vers l'extérieur, de revenir vers l'intérieur. D'accord? Donc, le premier bénéfice de ce développement de l'intériorité, ce renforcement de la connexion intérieure, c'est la détente. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, les plaintes qu'on entend le plus souvent, c'est je suis fatigué, je suis stressé, je suis tendu, j'ai des douleurs. Tout le monde cherche à se détendre. Malheureusement, pour se détendre, soit on attend le dernier moment de la journée pour s'effondrer dans son lit et dormir, ce qui n'est pas de la détente, c'est du repos, c'est du sommeil. Ou alors on va utiliser, pour certaines personnes, et de plus en plus, on va utiliser un verre de vin, on va utiliser une cigarette, on va utiliser de la nourriture, c'est-à-dire des produits, encore une fois, extérieurs, pour pouvoir expérimenter cette détente dont nous avons tant besoin à tous les niveaux. Donc la détente va être le premier effet et le premier bienfait de ce renforcement de la connexion intérieure. Et évidemment, vous le savez, cette détente a des conséquences sur notre physiologie. Toutes les maladies, toutes les pathologies, tous les troubles viennent, sont déclenchés en tout cas par le stress. Ok? La détente, c'est donc l'inverse du stress. Donc tous mes systèmes physiologiques vont pouvoir se tranquilliser, ralentir, tout l'activité cérébrale et tous les systèmes, la digestion évidemment, vont pouvoir ralentir
baisser leur activité. Et là, le corps qui est son meilleur médecin, qui est notre meilleur médecin, va pouvoir se restaurer, c'est-à-dire va pouvoir aussi mener toutes les réparations, les rénovations, euh, les, euh, les éliminations aussi de tout ce qui doit être éliminé et de tout ce qui doit être réparé. Le corps a besoin de repos et de détente, de relaxation pour pouvoir faire cela. Donc on a ces avantages physiologiques qui sont tellement importants et on a aussi une sorte de rangement qui se fait à l'intérieur de nous, absolument sans notre volonté, hein. C'est pas à nous d'avoir envie, enfin de vouloir le faire, ça se fait tout seul. Euh, Quand on développe son intériorité, il y a une activation de cette intelligence qui va mettre de l'ordre dans ce chaos interne de nos pensées, de nos idées, de nos émotions, de nos sensations, de nos anticipations, de nos regrets, etc., etc. Tout est un peu un fourre-tout, un grenier qui n'a pas été rangé pour certains depuis très très longtemps ou jamais. Et petit à petit, juste de s'arrêter. Et bien sûr, je vais vous expliquer tout ça concrètement, comment on le fait, parce que c'est très concret et très pratique, hein. Euh, eh bien, quand on se met dans certaines conditions, eh bien, cette intelligence se réveille, elle a les coups des franches pour agir et pour faire ce qu'elle doit faire. Ranger ce qu'elle doit ranger, apaiser ce qu'elle doit apaiser, réparer ce qu'elle doit réparer. D'accord? Donc, ce développement de l'intériorité, pour moi, est le meilleur des médicaments et le seul moyen de pouvoir vivre dans ce monde désuni sans souffrir trop. Alors, je vous parlais plutôt de la souffrance qui nous enseigne, qui a une capacité d'enseignant, évidemment. Euh, mais vous êtes d'accord que quand vous ouvrez les yeux le matin, votre objectif pour la journée n'est pas de souffrir inutilement. D'accord? Donc, que la souffrance fasse partie de la vie, c'est une chose, et évidemment, nous l'acceptons ou nous devons l'accepter, ou travailler à cette acceptation. Mais souffrir inutilement à tous les coins de rue parce que nous prenons en pleine figure des choses qui heurtent notre sensibilité et qui viennent mettre encore plus de désordre dans notre chaos interne, ça non, ça peut être changé, ça peut être modifié. D'accord? Donc, voilà pour la thématique de ce webinaire. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je propose un programme qui commence la semaine prochaine, qui s'appelle Redevenir un, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, redevenir un, c'est encore une fois cette idée de la main, c'est-à-dire redevenir relié et indépendant. Donc, relié à soi et relié aux autres, relié au monde. D'accord? Or, toutes nos expériences depuis notre naissance ont impacté l'image que nous avons de nous-mêmes, la façon dont nous nous relions à nous-mêmes, la façon dont nous nous relions aux autres et la façon dont nous expérimentons le monde. Tout ça, pour la plupart d'entre nous, n'est pas en ordre, n'est pas en harmonie. Et nous pouvons aller harmoniser tout cela pour vivre dans ce monde qui est encore pour partie, pas totalement, et les choses changent évidemment, désunies et morcelées. Et donc, ce faisant, nous contribuons à un monde plus unifié. Mais ça vient de notre... C'est une démarche individuelle et personnelle, parce que nous sommes indépendants. D'accord? Alors, les trois piliers, euh, les trois outils pour renforcer cette connexion intérieure, développer cette intériorité qui va être apaisante, relaxante, mais aussi qui va renforcer notre sécurité intérieure, ainsi que notre créativité et notre clarté, c'est-à-dire notre capacité à voir clair dans toutes les situations, et Dieu sait si elles sont très nombreuses et souvent complexes.
Ces trois piliers sont les suivants et ce seront les trois étapes de ce programme que je vais vous proposer. La première, le premier pilier, c'est la respiration. Alors, la respiration peut paraître très anodin, et pourtant, j'entends beaucoup de personnes me dire: «Oh, j'ai encore oublié de respirer». Donc, euh, la respiration est en effet un phénomène qui est une fonction de notre organisme qui est automatique. Donc, c'est vrai, on n'a pas besoin d'y penser. C'est super. Et pourtant, la respiration est un outil, un pilier sur lequel nous devons nous reposer pour développer cette plus grande intériorité. Dans ce programme, nous allons travailler 5 semaines sur chacun de ces trois piliers. Donc, nous prenons le temps, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour recevoir des enseignements et les comprendre. Ensuite, il faut du temps pour pratiquer. Ensuite, il faut du temps pour pouvoir revenir sur notre pratique et échanger. Et puis, pratiquer encore et se retrouver et échanger à nouveau. Pour qu'enfin, cette respiration soit quelque chose évidemment de naturel, que vous possédez tous et tous, mais que vous utilisez tous les jours consciemment. Donc, dans la respiration, il va y avoir deux choses qui vont être importantes. Prendre conscience de votre respiration, le plus souvent dans la journée. Simplement, tiens, comment est-ce que je respire là pour l'instant? Eh ben, je respirais pas. Je respirais de façon très courte, haletante, ou j'étais en apnée. Euh, Souvent, on s'en rend pas compte, mais on est en apnée en fait. Hein. Donc déjà, devenir conscient de sa respiration va commencer à vous rendre plus observateur de vous-même et à euh, prendre conscience, réaliser que ce souffle vous traverse. Parfois, il est à l'extérieur de vous, parfois, il est à l'intérieur. Et il vient vous faire bouger, il vous apporte, vous allez vous rendre compte que quand vous n'êtes pas bien, vous ne respiriez pas. Et que quand vous vous mettez à respirer amplement, au bout de quelques secondes, vous vous sentez mieux. Et voilà, c'est prendre conscience de comment vous respirez aujourd'hui. Évidemment, vous allez prendre conscience de vous-même, mais aussi des autres. D'accord? Vous allez prendre conscience du nombre de personnes qui aspirent comme ça l'air à travers leurs dents serrées, et leurs épaules tendues, leurs mâchoires serrées, et peut-être en faites-vous partie, et simplement prendre conscience, voilà, de comment nous respirons, comment les autres respirent. Est-ce que ce sont mes poumons qui respirent? Est-ce que c'est mon abdomen? Est-ce que ce sont mes côtes ou d'autres parties de mon corps? Comment nous respirons? Et puis ensuite, quand on est conscient de sa respiration, on va pouvoir pratiquer les respirations conscientes. Donc là, c'est complètement différent. Là, c'est je décide de pratiquer tel ou tel type de respiration. Donc moi, je vais vous expliquer différents schémas de respiration. Euh, Elles se classent en deux catégories, les respirations qui vous relaxent et les respirations qui vous énergisent. D'accord? Pour que dans n'importe quelle situation, vous sachiez tout de suite quel est le type de respiration qu'il faut adopter pour pouvoir passer d'un état peut-être tendu, crispé, à un état détendu, un état anxieux à un état plus serein. Ou bien quand vous êtes un peu en panne d'énergie, que vous puissiez faire certains types de respiration qui vont vous donner beaucoup d'énergie, sans prendre un café, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur. D'accord? Donc, il y a toute cette partie sur la respiration. Euh, En fait, quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous êtes déjà un peu en état méditatif, vous videz votre mental et vous venez habiter votre corps. Donc, vous revenez dans ici et maintenant. Et en cela, simplement être conscient de sa respiration apporte déjà énormément. OK? Euh, je regarde le chat. Si quelqu'un a des questions, vous n'hésitez pas, hein, que ce soit le chat ou en ouvrant votre micro. Je suis désolée, j'ai oublié de vous mentionner ça. Ensuite, le deuxième pilier pour développer son intériorité, renforcer sa connexion intérieure, c'est euh, la méditation.
J'hésite toujours avant d'utiliser ce mot parce que c'est un mot qui malheureusement crée qui est très repoussoir, qui crée beaucoup de réactions comme ça, un petit peu de recul chez les personnes. Et pareil, j'essaye toujours de comprendre pourquoi un outil aussi fabuleux, qui apporte autant, qui libère autant, qui rend tellement meilleur, comment se fait-il qu'il ait si mauvaise presse? Euh, la plupart des personnes me disent toujours, oh non, mais méditer, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'ai essayé, j'y arrive pas. Voilà, c'est ce que j'entends généralement. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est peut-être aussi votre cas, si ça vous paraît, mettez-moi peut-être un oui ou un non si voilà, vous trouvez que c'est difficile, que vous avez essayé, que vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire si méditation égale échec ou impossible, inaccessible. Parce que c'est généralement ce que j'entends. Et je crois que cela vient du fait que la méditation nous est enseignée par des personnes euh, des cultures orientales, évidemment, qui sont des personnes euh, qui ont renoncé à beaucoup de choses, hein, qui ont fait vœu de silence, de chasteté, de pauvreté, etc. Hein, ce sont des moines, des nonnes qui sont extrêmement expérimentés, extrêmement érudits et qui vont venir délivrer ces enseignements dans le monde occidental. Donc nous, ben, on suit tout ça parce qu'on entend et on comprend que ça a du bon et que ça peut nous apporter. Simplement, c'est souvent on s'en fait cette image très austère, très 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 austère, qui ne correspond pas vraiment à notre mode de vie en Occident. Et en plus, si vous devez développer une nouvelle habitude, si c'est une habitude qui vous demande de vous priver, je ne crois pas que vous la développerez, évidemment. Donc, moi, je suis plutôt pour trouver une méditation instinctive qui vous correspond, qui vous fait plaisir, où vous vous dites, oh, chic, 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 je vais aller faire ma méditation. C'est vraiment mon objectif d'ailleurs avec ce programme, c'est de vous faire découvrir cette méditation-là euh, qui vous fait du bien, qui vous met en joie et qui soit pas une punition. Hein. C'est pas aller au coin et qui soit surtout pas synonyme d'échec. Ah, je vais pas y arriver. Ah, je suis pas capable. Ah, j'arrive pas à tenir mon attention, etc. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ce genre d'expériences et de croyances et qu'on revienne à quelque chose de sensoriel, d'accord? Il ne s'agit pas d'être là-haut dans notre tête, il s'agit d'être dans notre corps et de faire écran, de bloquer les stimuli extérieurs qui pourraient nous distraire encore et nous happer. Et puis évidemment, de se mettre dans une position qui va favoriser notre détente, notre relaxation. Et vous êtes d'accord que quand on est détendu et relaxé, pas grand-chose de négatif qui peut se passer. On est bien, on est bien. Donc, euh, la méditation, voilà, il va falloir trouver comment l'approcher, comment la pratiquer, que ce soit agréable et que vous ayez hâte d'aller la retrouver, parce que la méditation ainsi que la respiration vous permet en fait de passer, d'ouvrir une porte à l'intérieur de vous pour aller faire une visite intérieure, un voyage intérieur où vous allez non pas bloquer toute pensée, c'est encore une idée reçue qui est fausse, mais être spectateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un spectateur, un témoin qui ne réagit pas, qui n'a rien à faire, qui est là. Et puis c'est tout. Et qui va au début peut-être se sentir un petit peu agité, un petit peu nerveux, c'est normal, hein, le temps que l'activité diminue. Et puis ensuite, vous vous sentez bien dans cet intérieur. Et vous regardez les différentes pensées, les différentes sensations, les différents souvenirs, les différentes intuitions qui arrivent. Et encore une fois, vous n'en faites rien. Vous êtes juste témoin de cet intérieur de vous-même qui est évidemment au début très vif, très vivant, très mouvementé, où il peut y avoir beaucoup de désordre,
beaucoup de choses dans tous les sens, bien sûr, bien sûr. Et vous restez témoin de tout cela parce que vous êtes en train de vous relaxer. Voilà. Donc on va voir comment méditer efficacement, c'est-à-dire ne pas passer par je n'y arrive pas, c'est impossible, c'est désagréable, ça dure trop longtemps, je m'ennuie, c'est pénible, c'est un échec. Voilà, on ne passe pas par là. On va passer par je me relaxe, je me détends, je me fais du bien. Tiens, c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'évidemment, toute la journée, toujours focusé sur l'extérieur, les stimuli extérieurs, nous n'avons pas le temps et c'est imperceptible tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Certains d'entre nous ne ressentons même pas nos émotions ou ne prenons pas attention à nos idées ou à nos pensées. Donc, nous sommes parcourus constamment à l'intérieur de toute cette activité de l'esprit humain qui est parfaitement naturelle, mais nous n'y prêtons pas du tout attention parce que nous sommes toujours focalisés vers l'extérieur. Or, il nous faut revenir vers l'intérieur pour permettre à ce corps-esprit tellement intelligent, tellement sophistiqué, de mettre de l'ordre dans tout ça et aussi de passer en mode réparation-récupération. D'accord? Donc là, pareil, nous prenons 5 semaines pour euh, que je vous explique tout ça, que je vous donne la marche à suivre, que vous puissiez pratiquer et qu'on puisse partager votre expérience de la pratique et qu'ensuite vous puissiez partager ce que vous ressentez, ce que vous observez, ce que ça vous apporte. D'accord? Donc ça, c'est pour la méditation. Méditer dans le bouddhisme veut dire devenir familier avec soi-même. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de pensée. Non, d'accord? L'esprit humain est ainsi fait qu'il a des pensées, bien sûr. D'accord? Je crois que personne ici n'est moine ou non-bouddhiste. D'accord? Donc l'objectif n'est pas du tout de ne plus avoir aucune pensée. Pas du tout. On parle d'un outil pour mieux vivre, un outil pour développer une plus grande flexibilité et pouvoir mieux s'adapter à ce monde qui parfois, souvent, nous bouscule. Ok? Donc, devenir familier avec soi-même, ne plus fusionner ou s'identifier avec nos pensées, nos réactions, nos émotions, nos sensations. Ce sont des phénomènes qui existent, qui sont justes, et nous pouvons observer tout cela, être témoins et laisser les choses se faire. Le troisième pilier pour renforcer cette connexion intérieure, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez moins que la respiration et la méditation, qui sont évidemment très, très classiques. Ce troisième pilier, c'est la réparation de la relation à soi, qui va avoir comme conséquence la réparation de la relation aux autres. Alors, pour ce pilier-là, je m'inspire d'une technique thérapeutique qui s'appelle IFS, Internal Family System, donc système familial intérieur, qui a été créé par Dick Schwartz il y a une quarantaine d'années, qui a un énorme succès depuis peut-être 5-6 ans aux États-Unis et qui commence en France aussi à être donné en formation et donc utilisé petit à petit par des psychothérapeutes. Euh, on part en fait du principe que le soi n'est pas un, encore une fois. Il est morcelé aussi. Et comme la main, il y a en nous non pas une seule personne, mais plusieurs facettes qui sont reliées les unes aux autres, qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui forment un tout. Vous le savez, parce que vous avez remarqué que dans certaines situations, avec certaines personnes, ou quand vous êtes submergé par certaines émotions, vous pouvez avoir des réactions qui ne vous ressemblent pas. Ou des amis ou un membre de votre famille pourrait dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Mais tu surréagis, c'est exagéré, c'est disproportionné. D'accord? Vous pouvez aussi peut-être euh, ne pas vous sentir à l'aise avec vous-même, ne pas avoir une très haute estime de vous-même.
Vous pouvez avoir l'impression que vous devez cacher des parties de vous parce que vous en avez honte. Et donc aussi, vous pouvez, dans certaines situations, surréagir. Et ensuite, vous vous en voulez, mais en même temps, vous savez que c'était légitime. Et vous n'arrivez pas à comprendre ce phénomène. Ça, c'est justement ce qu'on appelle ce système familial interne, c'est-à-dire que nous avons en fait en nous des parties différentes, des facettes différentes. Euh, et plutôt que de les ignorer comme nous le faisons, puisque personne ne nous apprend cela, il va s'agir d'aller à la rencontre de ces différentes facettes à l'intérieur de nous pour les écouter, écouter ce qu'elles ont à dire, les laisser exprimer ce dont elles ont besoin, euh, nous relier à elles et permettre de créer une nouvelle harmonie intérieure qui fait que personne ne se sent seul ou jugé ou critiqué ou maltraité, que toutes ces parties, toutes ces facettes de nous peuvent coexister harmonieusement et que vous êtes le chef d'orchestre, un chef d'orchestre bienveillant, juste et bienveillant, à l'écoute. Et donc, cette réharmonisation intérieure, cette réparation de la relation à soi, va évidemment avoir des conséquences très intéressantes sur nos relations aux autres. Alors d'abord sur notre relation à soi, parce qu'évidemment, on vit avec nous-mêmes toute la journée. Donc si on ne se supporte pas, ben déjà nos journées sont plutôt tristes. Hein. Euh, Retrouver une relation à soi qui soit en même temps authentique et en même temps faite de compassion est très enrichissant et va nous permettre aussi de découvrir des talents insoupçonnés, des trésors de qualité, de ressources que nous avons évidemment. Et puis, cela va impacter nos relations avec les autres. Parce que dites-vous bien que les autres ont aussi la même chose en eux. Ils ont ce multifacette à l'intérieur d'eux qu'ils ignorent la plupart du temps et qu'ils ne maîtrisent pas très très bien. Et donc, vous voyez bien qu'entre deux personnes, ben, en fait, il y a, je ne sais pas, peut-être 10 facettes qui communiquent les unes avec les autres de façon complètement chaotique. Ça échappe à la volonté, ça échappe à la compréhension parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser pour rencontrer tout ça. La rencontre permet l'acceptation, évidemment, la compassion et l'harmonisation. On aura toujours plusieurs facettes à l'intérieur de nous, mais ce qu'on veut, c'est passer d'un état chaotique et désordonné à un état harmonieux et maîtrisé. Donc ça, c'est ce troisième pilier, la réparation de la relation à soi. Alors peut-être que réparation n'est pas le mot qui vous parle, peut-être que vous préférez amélioration de la relation à soi. Euh, Vous pourriez vous poser la question, euh, quelle est comment est-ce que je pourrais qualifier ma relation à moi-même? Est-ce que j'ai une relation à moi qui est faite de douceur, de compréhension, de compassion, de respect ou d'amour inconditionnel? Ou est-ce que j'ai une relation à moi qui est basée sur le jugement, la critique, la dureté, la privation? Voilà. Alors bien sûr, la plupart d'entre nous sont plutôt dans le deuxième cas de figure. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à développer une relation à soi alors qu'on nous a dit prête tes jouets à ton frère, sois gentil avec ta sœur, aide celui qui n'a pas, aide celui qui souffre. Toujours pareil, hein, cette façon de vivre toujours à l'extérieur de nous, mais en oubliant l'intérieur. D'accord? Donc l'intérieur est un peu le parent pauvre et c'est celui que je voudrais étoffer, enrichir, remplumer, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de bienfaits à développer cette intériorité, à découvrir qui nous sommes vraiment, jusque dans, évidemment, nos parties les plus sombres et celles qui ont le plus souffert, que justement il va falloir aller aider, pour ne pas dire sauver.
quelqu'un qui a souffert a besoin de notre présence, notre écoute, notre attention respectueuse. Hein. C'est pas une facette de nous que nous devons laisser dans l'obscurité et dans un coin. D'accord? Et puis, on va rencontrer aussi des facettes de nous qui sont fortes, qui sont courageuses, qui sont créatives, généreuses, beaucoup plus que ce que nous pensons de nous-mêmes. Donc, c'est une aventure et une exploration qui est fascinante et qui, pareil, va concourir à renforcer notre sécurité intérieure, notre paix intérieure et notre compassion pour nous et tout ce que nous avons traversé, et donc une plus grande compassion pour les autres, évidemment. Parce que si moi, j'ai tout ça à l'intérieur de moi, alors l'autre, il en est de même pour lui et pour elle. Et donc, je peux mieux comprendre ce monsieur hier qui était très agressif. Je ne sais rien de lui et de sa vie, mais je peux comprendre, je peux me connecter à lui parce que nous sommes unis, nous sommes indépendants, mais nous sommes reliés, nous sommes les mêmes. Nous accumulons, nous accumulons, nous accumulons, et nous arrivons à saturation, évidemment. Et tout cela impacte nos relations aux autres. Or, nous sommes des êtres relationnels. Mal avec les autres ou isolés, nous sommes malheureux, étouffés, euh, étouffés par les autres, nous sommes malheureux aussi, évidemment. Hein. Il y a aussi un juste milieu à trouver. Mais nous sommes définitivement des êtres relationnels. Et notre bonheur, une vie équilibrée passe par des bonnes relations à soi et aux autres. Et c'est d'abord à soi, ensuite aux autres. Donc voilà ce dont je voulais vous parler ce soir. J'espère que j'ai euh, été voilà, que j'ai pas trop digressé, que j'ai été suffisamment claire pour vous. Euh, Est-ce que vous auriez des questions? Alors, je regarde les témoignages au sujet de la méditation. Euh, oui, c'est très juste. La pratique vient avec la pratique, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour certains, c'est difficile, d'autres n'ont pas essayé. Euh, Le besoin vient d'une pratique régulière, tout à fait. Cela me fait du bien, mais je ne le fais pas. Oui, exactement. Et on trouve souvent beaucoup de réponses en étudiant nos différentes parties internes, parce que c'est très, très universel. Le fait de savoir tout ce qui nous fait du bien, tout ce qu'on devrait faire pour aller bien ou aller mieux, et de ne pas s'y mettre ou de ne pas continuer. C'est vraiment commun à un très très grand nombre de personnes. Et ça, la réponse, elle est dans cette désunion intérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie qui veut absolument aller bien, aller mieux, entreprendre, réussir, etc., être en pleine santé. Mais il y a d'autres parties qui, elles, n'ont pas du tout le même avis, pas du tout le même point de vue. Et il nous faut aller les rencontrer, les écouter, les comprendre, souvent les rassurer pour qu'elles s'alignent et que nous ayons une seule voix interne qui va pouvoir mettre en place une discipline, de nouvelles habitudes, de la régularité. Oui, méditer en marchant, exactement. La méditation va vraiment, doit vous ressembler. Voilà. Donc, si un jour vous avez envie de bouger, si vous avez beaucoup d'énergie comme ça, vous allez faire une marche méditative. Si un autre jour vous êtes au contraire fatigué, la nuit n'a pas été bonne, vous avez besoin de vous allonger, vous avez envie de vous reposer, c'est allongé qu'il faut aller la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est vrai que l'idée est d'installer une nouvelle pratique, donc dans la régularité. Si vous allez une seule fois à la salle de sport, évidemment que vous allez vous sentir mieux et transpirant au bout d'une heure, mais vous n'allez pas vraiment voir d'autres résultats que celui-là. C'est la même chose pour tout. Hein. Tout doit s'installer dans le quotidien, parce que le quotidien, c'est la vie, c'est notre vie. Notre vie se termine quand nous allons fermer les yeux et elle recommence demain matin quand nous ouvrons les yeux. Et en cela, c'est absolument magnifique.
tous les jours, nous avons l'occasion de faire quelque chose de nouveau ou de continuer à faire quelque chose qui nous fait du bien, qui va nous apporter du mieux à tous les plans. Donc, il y a aussi cette notion de discipline, qui est un mot parfois qui peut nous être désagréable, mais qui vient de disco, du latin disco, qui veut dire j'apprends. C'est-à-dire que la discipline, c'est le fait d'apprendre. Et apprendre quelque chose de nouveau prend généralement 28 jours. Voilà. Et ça prend par la répétition. Vous avez appris à marcher par la répétition. Vous avez appris à parler par la répétition. Vous avez appris à faire du vélo par la répétition. Et donc, tous les nouveaux apprentissages se font par la répétition. Moi, ce que je veux vous proposer, ce sont des répétitions agréables, agréables, qui nous font du bien et qui nous permettent de réussir ces nouvelles habitudes. Je regarde vos questions. La marche des cinq sens en forêt, magnifique, magnifique, magnifique. Focaliser son attention sur ce que l'on est en train de faire est aussi une méditation. Tout à fait. C'est pour ça que déjà, euh, quand on commence par la respiration, devenir conscient de sa respiration va nous permettre comme ça cet arrêt, cette lenteur, où tout à coup nous devenons observateurs. Et c'est très intéressant. Toutes les occasions sont bonnes pour pratiquer. Parfait, parfait, parfait. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que cette thématique et ce webinaire vous auront intéressé et ou apporté des idées ou des réponses ou des éclaircissements par rapport à peut-être des projets que vous avez euh, de faire les choses différemment pour vous ou pour quelqu'un d'autre que vous connaissez, évidemment. Vous allez recevoir le replay de ce soir demain matin par mail et vous recevrez aussi la description, la présentation de ce programme qui s'appelle Redevenir un, qui va démarrer la semaine prochaine, qui va s'étaler sur 20 semaines jusqu'à juin et où nous serons ensemble en visio. Nous avons alors deux mémoires. Moi, je vous envoie une vidéo explicative de chacun des trois piliers, mais au fur et à mesure, hein, pas les trois en même temps, parce que je sais que vous n'en ferez rien. Donc, on va y aller tout doucement, tranquillement. Et puis, nous avons deux webinaires live pendant ces 5 semaines où nous nous retrouvons pour échanger. Je suis aussi disponible sur WhatsApp pour chacun d'entre vous par message pour pouvoir vous soutenir quand vous en avez besoin. Et ça, il ne faut pas hésiter. Et donc, voilà, ça se passe de cette façon-là. Vous recevez évidemment tous les replays quand vous ne pouvez pas être là disponible. Euh, et j'espère vous retrouver nombreux pour respirer ensemble, méditer ensemble et rencontrer cette intériorité, améliorer, réparer cette relation à soi et donc aux autres pour contribuer à un monde plus uni en étant nous-mêmes plus unis à nous-mêmes et aux autres. Voilà l'ambition de ce programme. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci d'avoir été présent tout le long de ce webinaire. Merci à tous ceux qui écouteront par la suite et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.